Bonsoir, après un club de la presse à Show Industrie, quel succès pour le club mais surtout pour Show Industrie, eh bien nous voilà de retour dans les locaux et dans les studios de Saint-Symphorien avec 4 chroniqueurs. Anthony Villeneuve, le Républicain Lorrain. Bonsoir Anthony. Bonsoir Jérôme. À vos côtés Sylvain Villaume, un ex du Républicain Lorrain, mais circuit court. Bonsoir. Court-circuit, bonjour Jérôme. Ah, je me trompe toujours, c'est court-circuit. Court-circuit, vous êtes sûr? Vous êtes pourtant abonné? Oui, je suis abonné. Je l'ai encore lu il n'y a pas très longtemps. Cédric Rouillon, RCF Jéricho-Moselle. Bonsoir Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Et puis Yann Lindingre, dessinateur de presse. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Pour le groupe EBRA, entre autres. On passe tout de suite au coup de cœur ou au coup de gueule des chroniqueurs. Et on va commencer avec un coup de gueule. C'est celui que vous poussez, Anthony. Oui, c'est lié à l'actualité de cette semaine et à la remise en service de la centrale à charbon Émile Huchet à Saint-Avold. Alors, d'un côté, on peut féliciter les employés de cette centrale qui ont su se mobiliser pour répondre à la demande alors qu'ils avaient tous engagé de nouvelles perspectives de carrière. Mais le rallumage de cette centrale, c'est tout simplement un échec. Pas l'échec de l'entreprise propriétaire de la centrale, mais l'échec de l'État et d'EDF qui, ces 10, 20, 30 dernières années ont été incapables de suivre la trajectoire énergétique qui avait été fixée, avec des hésitations sur le nucléaire, on ne va pas y revenir, une incapacité à accélérer sur le développement des énergies renouvelables, et on se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de rallumer une centrale à charbon en ayant importé des centaines de milliers de tonnes de charbon d'Afrique du Sud. C'est tout simplement une aberration écologique. Sylvain Villaume, c'est le contre-coup de quelques années d'errance, notamment maintenance du parc nucléaire, puisque si nous en sommes là, certes il y a la guerre en Ukraine, il n'y a pas que ça, il y a aussi parce que la moitié du parc nucléaire français est à l'arrêt. Exactement, je crois qu'Anthony a tout dit, et c'est effectivement une réouverture totalement inopportune, quoique indispensable, sinon évidemment ça ne rouvrirait pas. C'est toutes les contradictions et tous les paradoxes de l'époque au niveau écologique et énergétique. Oui. Cédric Rouillon, vous avez-vous un coup de cœur ou un coup de gueule ? Je sais pas, mais en tout cas c'est un fait marquant de la semaine. J'ai pas encore décidé. Non, mais c'était sur le fameux. C'est un constat. C'est un constat, voilà. Le fameux rapport de l'INSEE qui est sorti le week-end dernier, sur la démographie en Grand Est, et où on dresse un portrait de la région qui est peu flatteur quand on se projette en 2070, puisqu'on constate que on passe sous une région globalement Grand Est qui passe sous les 5 millions d'habitants, une Moselle en particulier qui perd son statut de département millionnaire en nombre de personnes, et on ne parle même pas des Vosges, des Ardennes, parce que là c'est la cata, on peut le dire. En tout cas on parle non pas de déserts médicaux mais de déserts tout court. Alors peut-être que certains y trouveront des opportunités, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'inquiéter, notamment du vieillissement, parce que un des points marquants, c'est qu'on passe en 2070 à un gros 30% de la population du Grand Est qui auraient plus de 65 ans. Et là, je pense qu'on rentre ça questionne quelque part tous les enjeux, que ce soit politique, économique, même les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tout peut être réinterrogé, parce que quand on arrive sous un certain seuil critique, on peut pas. Je crois que ça pose des questions quasiment de fonctionnement. Donc c'est un point. Je crois que le président Patrick Weiten du département, a réagi assez il a manifesté un fort intérêt sur l'étude, mais en même temps, on est sur un phénomène mondial. Je crois qu'il y a un rapport qui est sorti l'année dernière qui disait que 65% de la population mondiale s'agglutine sur une bande littorale de 150 km autour des mers. Donc comment est-ce qu'on peut aller à rebours d'un phénomène mondial? Peut-être envisager, pourquoi pas demain, une espèce de statut spécifique sur ça existe bien pour les dom-toms, demain pourquoi pas sur les territoires intra-terriens. Ça vous inquiète, Yann, cette enquête statistique? Alors on est à 2070, qui est encore relativement loin, puisque c'est un demi-siècle par rapport à nous. Ça vous inquiète? 2070, pardon, de ce rapport démographique de l'INSEE. Oui, c'est dans 50 ans, dans 48 ans précisément. Il y a une solution que les Américains ont bien compris, il faut interdire l'avortement.
ou confisquer les préservatifs. Non, on a dit que c'était le dessin de l'Indingue, on n'a pas dit que c'était la blague de l'Indingue. Bon, alors je vois que vous êtes en forme, vous êtes avec votre camarade noctambule Sylvain Villaume. Yann et Sylvain ne se sont pas concertés, mais ont eu la même lecture de l'actualité. L'un coup de cœur et l'autre coup de gueule. Alors ouais, vous, c'était évidemment, c'était un peu, oui, c'était obligatoire. Oui, déjà. De quoi s'agit-il? Alors déjà, je vais vous parler de la forme de ce dont je vais vous parler. C'est un sujet qui a été abordé d'ailleurs hier en conseil municipal. Jeudi en conseil municipal à Metz, c'est l'évocation par le maire de Metz d'une éventuelle fermeture des boîtes de nuit pour résoudre visiblement des problèmes d'insécurité la nuit. Alors bon, déjà je voulais vous parler de la forme parce que de mon point de vue elle est assez drôle. Ça se passe sur RTL avec Pascal Praud, les auditeurs ont la parole. C'est vraiment pas mon univers, mais j'étais en train de travailler et j'étais assez surpris d'entendre mon téléphone vibrer à plusieurs reprises, de recevoir des messages et des appels d'amis, de connaissances qui vivent ailleurs qu'à Metz parfois d'ailleurs, et qui me demandaient ce qui arrivait au maire de Metz. Donc il y en a même un qui m'a dit il arrive à faire passer ce réac zémourien de Pascal Praud pour quelqu'un d'humaniste et ouvert. Donc là ça a vraiment titillé ma curiosité, donc je suis allé voir de quoi il s'agissait et donc j'ai entendu François Grosdidier évoquer la situation à la sortie des boîtes de nuit à Metz. Je laisserai peut-être Yann développer sur ce point-là, mais je ne suis pas sûr que vociférer sur une radio nationale en laissant entendre que les rues de Metz sont un coupe-gorge du lundi matin au dimanche soir soit très bénéfique en termes d'image et d'attractivité. Ça c'est pour la forme, mais sur le fond, je trouve que c'est pas beaucoup mieux. On ne peut pas résoudre des problèmes qui se posent ponctuellement sur la voie publique, je dis bien sur la voie publique, en empêchant des entreprises de faire fonctionner leur activité, en privant des salariés de leur travail et en privant les gens qui sortent faire la fête et qui pour 99% d'entre eux ont un comportement irréprochable. On ne peut pas les priver de ces plaisirs-là. Autant instaurer un couvre-feu permanent. En plus, depuis le changement de majorité, la ville de Metz a consenti des investissements assez considérables et massifs pour sa police municipale et dans des caméras de vidéosurveillance, etc. Le maire entretient d'excellentes relations avec le préfet. Il a pour adjoint à la tranquillité publique un ancien directeur de la police départementale. Donc la solution est plus là, dans ces moyens-là, et à mon avis, ni dans l'instrumentalisation de faits divers, ni dans le retour à une ville pyjama et bonnet de nuit comme on l'a connu encore au début de ce siècle. La belle endormie, veut rester endormie. Alors avant d'écouter Yann Landingue, alors vous aviez un coup de cœur, évidemment, un coup de cœur pour les établissements, mais je préfère de nuit. Avant de passer la parole à Yann Landingue, écoutons 45 secondes de cet extrait. C'était sur RTL, donc avec Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole. Ça dure à peu près 8-9 minutes. C'est long. J'en fais que quelques secondes. Voilà, on écoute. Qu'il n'est pas légitime pour un maire de vouloir, c'est pas faire plaisir, dit de façon péjorative. Mais c'est arrivé combien de fois? C'est arrivé combien de fois? C'est arrivé combien de fois? Mais ça arrive de façon répétitive. Mais quand la dernière fois? C'est arrivé quand la dernière fois? Aujourd'hui. Quand? Est-ce que c'est arrivé hier soir? C'est arrivé vendredi, samedi? Monsieur Grosdidier, est-ce que c'est arrivé samedi? Il y a des plaintes? Il y a des plaintes samedi? Par exemple, samedi, il y a eu quelque chose? Oui, samedi dernier, oui. D'accord. Je vous cite, c'est samedi dernier. C'est tous les week-ends. Bon, voilà. Écoutez, si c'est tous les week-ends, que les gens se battent dans votre ville, effectivement, si... Et pensant que pour on ne sait quelle raison, on travestirait la réalité, on prendrait des mesures disproportionnées pour faire plaisir à une minorité. C'est pas le cas. Yann Landingue, au-delà de cet échange verbal sur RTL, vous, voilà, c'est la fin de la fête la nuit qui vous... Je découvre là l'échange avec Pascal Praud, parce que moi j'avais juste vu l'info qui passait dans le fil info, là je suis assez halluciné. Grosdidier, ça a dû le prendre comme ça, apparemment, il doit être bipolaire, je sais pas. Et il en revient sur ses vieilles marottes, on a l'impression que quand il s'ennuie, hop, il joue Monsieur Tape Dur. Donc il fut un temps où je pense qu'il visait l'intérieur, quoi, le ministère de l'Intérieur, où il attaquait tous les groupes de rap, par exemple, systématiquement. Il attaquait Charlie Hebdo, il était en procès contre Charb, notamment parce qu'il y avait une caricature qui ne lui avait pas plu. Et là, je trouve que par ailleurs, il y a pas mal d'inertie dans sa politique municipale. Et on a l'impression que pour exister, il va rechercher ces vieux réflexes de Monsieur Tape Dur. Mais fermer les boîtes dans une ville qui n'a plus que ça, c'est-à-dire une ville musée où il n'y a plus que des restaurants, des bars et des boîtes, où les rues commerçantes sont exsangues, enfin de commerce.
C'est complètement fou, quoi, qu'il aille à Strasbourg, la grande sœur de Metz, voir si les boîtes sont fermées. Anthony Villeneuve, vous étiez au conseil municipal, justement, et c'était un conseil municipal où ce point n'était pas inscrit, mais qui avait quand même été débattu. C'était aussi très houleux. Évidemment, parce que c'était l'actualité de la semaine, donc l'opposition a saisi un prétexte pour aborder le sujet. Je me permettrai de distinguer le fond et la forme, comme l'a fait Sylvain d'ailleurs. Sur le fond, disons-le franchement, personne n'imagine une ville de la taille de Metz, une métropole sans boîte de nuit en centre-ville. Ça fait partie des atouts d'une ville, ce sont des éléments d'attractivité et c'est pour ça qu'on aime la ville aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des nuisances que subissent les riverains, des difficultés que peuvent rencontrer les forces de l'ordre sur la gestion des flux, et donc on peut se parler, on peut régler les problèmes à mon avis. Et c'est là où j'en viens à la forme, où je ne suis pas sûr effectivement que ce soit très utile de vociférer sur une radio nationale ou en conseil municipal comme hier soir en perdant un peu le contrôle et en s'énervant sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr que ça donne ni une bonne image de la ville de Metz, ni de son maire. Avec Pascal Praud, alors je le salue de loin parce qu'il a bien changé depuis le temps où je commentais les matchs de foot auxquels il faisait référence, puisque j'étais avec lui de cette fameuse équipe. Et José Souto. Lui et José Souto, tout à fait, à qui évidemment. L'usager du rouge, d'ailleurs. Avec qui nous avons travaillé. J'ai une belle pensée pour la famille de José. Donc il a bien changé, Pascal. Mais en tous les cas, voilà, c'était l'époque bénie où il se passait de belles choses en première division et en Ligue 1. Ce qui est dommage, là aussi, fond-forme, ce qui est dommage, c'est que le débat n'ait pas été porté sur le vrai enjeu, je crois, qui a introduit finalement la question, c'est-à-dire la question de la population du centre-ville. Je crois que ça fait partie réellement des ambitions affichées par le maire de Metz que de repeupler les appartements vides, que de transformer une partie du foncier commercial en appartements. Et donc il y a un vrai enjeu, et derrière finalement il disparaît derrière une forme, je pense aussi un peu maladroite. Voilà, on a fait la moitié du temps de l'émission sur les coups de gueule et les coups de gueule. Il va falloir accélérer, d'autant plus que j'ai un coup de cœur, moi, à titre personnel, pour des participants à une dictée faite en présence de très grands élèves, une dictée faite avec Kevin Guriot, historien qu'on connaît bien ici à Moselle TV, dans le cadre de Tatoufo. C'est une opération qui vise à lutter contre l'illettrisme. Alors je salue donc les participants de cette dictée: Jason, Touba, Abdelkader, Thibaut, Philippe, Lucas, Dany, Hassen, Laura, Myriam, sans oublier évidemment leur directrice d'école et professeure Marilyn. Voilà, tout de suite, c'est le premier sujet du Club de la Presse. Ça n'a échappé à personne. Le 30 novembre 2012, l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal Florange marquait la fin de l'acier fabriqué en Lorraine. Ça n'a échappé à personne. 10 ans après, comme un pied de nez, eh bien François Hollande est venu en Moselle, au Parège et dans une célèbre librairie pour signer son nouvel opus. C'est un nouvel opus qui s'appelle Bouleversement au pluriel. Un peu gonflé, non, quand même, François Hollande, ou alors c'est son côté joueur qu'on ne connaît pas tant que ça, mais qui finalement, dans le privé, visiblement le caractérise. Un peu gonflé, non, Anthony Villeneuve? Alors, on ne mettra jamais personne d'accord sur le fait est-ce que François Hollande a tenu sa promesse de Florange. Chacun a des analyses différentes de la situation. En revanche, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que François Hollande, en tout cas du temps où il était président, s'était engagé à revenir chaque année à Florange pour faire le bilan, et il est revenu chaque année. Je me rappelle, tous les ans, c'était le petit jeu, t'as l'info, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il arrive, et il venait. Donc François Hollande a toujours été très présent en Moselle. Il a tenu ses engagements sur ce point-là, en tout cas sur sa présence. Sur le fond, je pense que, comme je l'ai dit, on ne mettra jamais les gens d'accord. Vous avez l'impression qu'il a tenu sa promesse, puisqu'il l'a dit à tous les confrères et consoeurs, puisqu'il était au cercle des Parèges pour un déjeuner avec énormément de monde, et il n'hésite pas à le dire, hein, j'ai tenu ma promesse. Disons que c'est moins mal que si c'était pire. Sur le strict plan des emplois, par exemple, il y en a 800 de moins aujourd'hui qu'en 2012, mais il y a quand même des usines qui forment quelque chose d'assez pointu dans le domaine des aciers à haute valeur ajoutée. Donc,
promesse en partie tenue tout de même. Un des échecs, ou tout au moins une des grandes déceptions, c'est l'échec des pistes envisagées à l'époque pour sauver la filière liquide, celle qui était concernée, à savoir le projet ULCOS, je crois, qui était un projet de captage et de stockage de CO2, dont on a beaucoup parlé au début de cette affaire, dans les années 2012, et qui finalement, lui, pour le coup, n'a jamais vu le jour. Donc, à ce stade, 10 ans après, il reste à réussir la déconstruction des hauts fourneaux, la dépollution des sites concernés, leur reconversion. Et là, on pourra peut-être faire un bilan un peu plus fiable. C'est effectivement compliqué, voire impossible, d'avoir une réponse tranchée, manichéenne sur ce sujet, je pense. De toute façon, au-delà du comptage, du nombre d'emplois qui restent, il y a de toute façon une dimension symbolique dans cette histoire. Voilà, l'extinction des hauts fourneaux, c'était quelque chose de fort pour la vallée de la Fensch. C'était cette fumée qui accompagnait toujours le paysage et le quotidien des gens. Donc il y a quelque chose qui a changé et ça, on ne pourra pas empêcher les gens, en tout cas de ce territoire et de cette génération, de dire qu'il y a eu une rupture au moment où on a éteint les hauts fourneaux. Quelle est votre lecture, Yann, vous qui êtes proche du terrain? Non, ma lecture, c'est qu'il y a eu un manque de lecture de la part de Hollande. Peut-être que pour le coup, Montebourg était un peu plus aspiré que lui. Mais Montebourg voulait une nationalisation partielle, ce que Hollande réfute. Mais au-delà du symbole, la question des hauts fourneaux, c'est pas que les fourneaux, c'est quand même que Mittal a fait main basse sur les brevets, quoi. Et on avait ici en Lorraine, on était en pointe au niveau mondial. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours, mais c'est plus français, c'est indien, les brevets. Oui. Mais c'est vrai que, comme le disait, je crois que c'est Anthony, le disait, ou Sylvain, il reste encore 2200 personnes, et notamment on a un centre à Mézières qui est un centre envié par l'ensemble de la filière des aciéristes mondiaux. Mais plus français. Oui, avec des chercheurs qui trouvent des choses extraordinaires. Sur la lecture d'Ulcos aussi, visiblement, le projet n'a pas eu lieu, c'était un grand projet européen avec des fonds européens. Ce que dit Édouard Martin, alors si j'ai bien lu aussi dans la presse ces derniers temps, c'est que Dunkerque, qui appartient aussi à Mittal, a réussi à prendre le train en marche de cette aciérie verte qui trouverait drôlement bien sa place en ce moment, à l'heure où nous nous parlons. C'est finalement moi je le trouve plutôt convaincant sur cette lecture de la France de 2012 en fait, où il faut se rappeler le contexte d'une mondialisation galopante. Mais est-ce que la lecture en 2020-2030, elle tiendra encore? Est-ce que dans un monde où finalement encore le président Macron hier ou cette semaine commençait à commenter le bras de fer avec les États-Unis sur fond de dumping à l'industrie, de relocalisation d'une partie de l'industrie, est-ce que avoir cassé l'outil industriel ne nous condamne pas finalement définitivement, alors que peut-être une nationalisation partielle ou le maintien d'une forme d'activité aurait pu quelque part prolonger l'aventure, ou en tout cas lui donner une nouvelle forme qui aujourd'hui prendrait plus de sens. Moi je suis pas voyant, hein, vous le savez. C'est intéressant ce que dit Cédric. Alors, il dit des choses intéressantes tout le temps, mais là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on avait une lecture de 2012 et en 10 ans, le temps s'est tellement accéléré que, voilà, on tape toujours, vous les premiers, nous aussi, sur les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, mais faire des projection à 10 ans, maintenant ça paraît quasiment impossible. Thatcher a liquidé ses mines de charbon bien vite pour acheter en Chine. On s'est rendu compte qu'elles auraient pu, en tout cas certaines ont continué à vivre 10 ans après, enfin les mineurs ont racheté leurs mines. Des fois on va trop vite en besogne et puis maintenant aller acheter du charbon en Chine, bonjour quoi. C'est vrai que je parlais du côté affectif qu'avaient les hauts fourneaux. On peut se demander si en 2022, aujourd'hui, si on voyait des hauts fourneaux allumés au cœur de la vallée de la Fensch, on ne trouverait pas ça scandaleux. On fait référence aussi à la centrale Émile-Huchet tout à l'heure. Maintenant, tous les projets qu'il y avait autour du captage de CO2, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu aller au bout, parce qu'on sait aujourd'hui que pour suivre la trajectoire climatique qui est la nôtre, bien sûr, il faut réduire les émissions, mais on ne pourra pas faire sans des technologies de captage de CO2. Le dessin de Lindingre. Alors, à chaque fois que Lindingre est sur le plateau, vous êtes prié de faire semblant de l'apprécier, s'il vous plaît. Mittal, 2 points. Hollande, heureux de son bilan. Moi, représident, Mittal serait le leader de la sidérurgie française. Voilà, avec un petit, évidemment, une petite pique sur l'anaphore, moi président du fameux débat du second tour. Allez, rapidement, le deuxième thème de ce club de la presse.
Oui, alors quand j'ai donné les thèmes aux chroniqueurs ici, je n'en citerai qu'un seul. Sylvain m'a dit, tu n'avais pas plus sympathique ou plus drôle comme thème. Je suis désolé, ce sont des thèmes sérieux. Ça dénonce. Ce sont des thèmes sérieux et nous allons parler de ce projet de RER métropolitain dans 10 grandes métropoles. Ça ne vous intéresse pas? J'étais persuadé que ça allait vous intéresser parce que vous êtes un grand défenseur des transports en commun. Oui, non, ça m'intéresse. À tel point, il faut le dire aux téléspectateurs, que lorsque nous étions à Voipy, vous aviez les pires difficultés pour venir nous rejoindre parce que c'était un peu desservi par conséquent, je viens en voiture. Ouais. Oui, voilà. Donc ça ne vous plaît pas Si, bien sûr, non, mais évidemment. Mais quand j'ai entendu Emmanuel Macron annoncer vouloir que 10 grandes métropoles françaises se dotent d'un genre de RER, c'est-à-dire d'un réseau ferroviaire puissant et performant qui relie des villes et des banlieues, pour la faire courte, je me suis dit, pourvu que les élus lorrains s'entendent, s'organisent et soient influents parce que les bassins de vie de Metz et de Thionville notamment sont un peu la banlieue de Luxembourg. Ce serait un peu plus dans l'air du temps que des projets autoroutiers un peu obsolètes. Dont on a parlé il n'y a pas si longtemps et dont on parle beaucoup en ce moment, sur la 31 bis. Mais il y a un mais, c'est que je ne sais pas d'où Emmanuel Macron a sorti ça. Visiblement, il a pris de court tout le monde, y compris son propre gouvernement, parce qu'on a appris depuis que Elisabeth Borne, qui est chargée de la planification écologique, travaillait sur une quinzaine de projets de ce type. Donc il y a un peu de confusion, il va falloir attendre un peu pour voir ce que ça donne. Et pour l'anecdote, une coalition des oppositions LR, PS et les filles avaient voté 3 milliards d'euros pour le ferroviaire début novembre à l'Assemblée nationale dans un budget, et c'est l'exécutif qui a retiré cet amendement-là dans un texte voté à la faveur d'un énième 49.3. C'est un ballon sonde envoyé par le président. Donc, wait and see, comme on le dit à Nancy. Cédric Rouillon, vous y croyez, vous, à cette solution des RER, réseaux express régionaux, un peu calqué sur le modèle de l'Île-de-France? Y croire, en tout cas, rien ne laisse entendre aujourd'hui que ça sera le cas en Lorraine, mais ça sera un bon, je rejoins Sylvain, ça sera un bon thermomètre, en tout cas, on pourra prendre la température de l'influence lorraine, parce que là, en l'occurrence, les maires lorrains ont plutôt joué la cohérence, ont sollicité ensemble le gouvernement, mais est-ce que la Lorraine pèse vraiment dans le débat? C'est une question, j'en suis pas certain. Et après, est-ce qu'il faut vraiment opposer? Alors moi, je suis peut-être plus mesuré sur l'opposition à 31 bis et RER Lorrain. Est-ce que vraiment le calendrier est le même? Et puis, on se projetait tout à l'heure en 2070. Mais la vision. En tout cas, aujourd'hui, rien ne laisse entendre, on parlait de 2070, rien ne laisse entendre que le Luxembourg ne sera pas encore, à cette période-là, la locomotive de la région. Et déjà aujourd'hui... Si c'est ça, il n'y aura plus d'habitants du tout dans la région, enfin beaucoup moins. Donc il n'y aura plus besoin d'autoroute. Alors est-ce que le président n'a pas été pris de court aussi en se mettant, par exemple, à la page et en apprenant que Strasbourg allait lancer non pas son RER, mais son REM, non pas les gâteaux qu'on trempait quand on était petit dans le café, mais le réseau express métropolitain. Ça, c'est une référence que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, parce qu'à Strasbourg, le 11 décembre, donc le REM entrera en gare avec 800 trains par semaine supplémentaires, 1000 supplémentaires en septembre prochain. Ça veut dire que voilà, l'Alsace et Strasbourg ont déjà une idée. Est-ce qu'on peut faire la même chose ici, Anthony ? Oui, mais parce qu'ici aussi, il y a déjà des idées. En fait, autour de ce débat qu'on a depuis le début de la semaine là, sur les RER, il faudrait savoir de quoi on parle. C'est quoi un RER ? Aujourd'hui, si on prend en compte, comme l'a dit David Valence dans nos colonnes, tous les investissements qui sont prévus dans les 10 prochaines années sur l'axe Metz-Thionville-Luxembourg, à la fois côté français et luxembourgeois, on aboutira à une offre de service qui est très proche de ce qu'on rencontre en région parisienne sur les lignes de RER. Oui, quand elles fonctionnent d'ailleurs. Quand elles fonctionnent. C'est compliqué en ce moment. Ou est-ce que c'est créer une nouvelle ligne entre Nancy, Metz et Luxembourg, une ligne dans laquelle il n'y a que des trains de voyageurs qui circulent, parce que le problème aujourd'hui sur le réseau actuel, c'est d'intercaler des TGV et d'intercaler des lignes de fret. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre investissement. Donc, il se passe déjà des choses en Lorraine. Ce qu'on peut espérer avec ces annonces, c'est des fonds gouvernementaux. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette annonce arrive alors qu'on nous promet un week-end dans les transports en train très compliqué, avec 60% de grève sur les TGV et intercités. C'est toujours à ce moment-là que ça tombe, la grève. C'est étonnant, non, Yann ?
Oui, bon, la grève, je ne me prononcerai pas dessus, ni sur le bien fondé, etc. En tout cas, je voulais revenir sur cette histoire de RER. On dirait vraiment que c'est une promesse de campagne, sauf qu'on est en post-campagne et il n'y a pas le temps de matériel à Macron de mettre ça en place avant son mandat. 15 ans. Oui, 15 ans, et puis... À moins qu'il prenne un gros mandat. Il sera représident. Bon, alors, et puis la question, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un RER? C'est un TER avec des joueurs d'accordéon dedans? Est-ce que l'enjeu, c'est en gros Nancy-Luxembourg, ou est-ce qu'il s'agit aussi d'interconnecter la Moselle-Est chez nous? Il va falloir faire s'entendre les Nancéens et les Messins. Est-ce qu'on est éligible en plus? Enfin, les villes ont été énoncées. Très bonne question. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Emmanuel Macron de peaufiner sa copie. Et puis nous en reparlerons d'ici peu. En tous les cas, le sujet sur les transports est un sujet en ce moment qui a l'air d'être pris très au sérieux par le gouvernement, puisque j'ai lu aussi dans les colonnes du Républicain Lorrain que Mathieu Klein avait eu des réunions avec Clément Beaune, surtout pour lui parler de la liaison entre la Moselle, enfin du moins la Lorraine, et Lyon, puisque vous savez que pour aller à Lyon, maintenant nous sommes obligés de passer soit par Massy TGV à l'ouest, soit par Strasbourg à l'est. Vous faites un 7 dans un sens ou à l'envers. Donc on est en train de discuter sérieusement au plus haut niveau de l'État. Voici le dessin de Lindingre sur ce projet de RER en Lorraine et pourquoi pas en péniche sur la Moselle. C'est vrai qu'on n'utilise pas assez les voies d'eau, les voies navigables. Ça a été un projet du maire de Metz à l'intérieur de la ville. Voilà. Mais pardon. On pourrait même installer une boîte de nuit sur la péniche. Mais ça existe. Elle existe à Saint-Julien. La citation du jour, allez, je vous la fais deviner. C'est une citation d'une personne dans l'actualité. Les femmes croient que l'amour mène le monde, c'est dire combien leur cerveau est dérangé. C'est d'actualité, mais vraiment d'actualité. Mais je sais, c'est Mylène de Mongeau. Et c'est Mylène de Mongeau. Bonne réponse, vous avez triché. Ah, j'ai triché, bon, je l'ai vu avant. Vous l'aviez vu avant. Eh bien, c'est Mylène de Mongeau, 1935, c'est sa date de naissance. Elle est décédée cette année, et cette semaine, pardon. Et vous avez vu, elle était magnifique, Mylène de Mongeau, quand elle était très très jeune. Elle a joué, alors... On ne peut pas réduire sa carrière à ça, dans Fantomas et Camping, mais ce sont deux grands films, deux grandes séries bien connues. Voilà, vous l'avez ? On l'avait, oui, on en parlait hors antenne. Évidemment. Merci en tous les cas, tous les quatre, d'être venus pour ce Club de la Presse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de la Saint-Nicolas. Bonsoir.